quand tu arrives dans le logement, tu dis: «Crime, mais il y a des emplois de qualité à Montréal». Seule affaire, c'est que je peux pas vivre à Montréal. Hey, bienvenue dans ton Yohan et Frank. Aujourd'hui, on regarde une étude faite par le professeur Gelozo à l'Institut économique de Montréal. C'est important de lire les études. Comme dirait un grand sage il y a quelques minutes, lis-les donc, le style livre, au lieu de te crosser sur Pornhub. Je sais pas ce que YouTube va penser de cette. Maintenant, on avait une vidéo qui était flaguée, puis j'essayais de comprendre. Maintenant, je suis retourné le réécouter, puis c'est parce que t'avais dit un truc, puis je sais plus c'était quoi, mais genre dans les 10 premières secondes. Puis c'est souvent de Ah même que ouais. les bots marchent. Mais c'est OK. pas grave, on va prendre un bout de plus loin, on va le mettre au début, on va mettre l'intro. C'est Ça va ça. être Il y a correct. juste les Patreons qui vont avoir ce bout-là. C'est pas si pire. C'est ça, on va essayer de faire de quoi avec ça. Mais oui, c'est ça, on va en parler dans quelques instants parce que ça semble pas être un sujet qui perce le mur des médias ou peut-être ça va être publié dans 3 jours, je sais pas. Fait qu'on on va en parler dans quelques instants, juste le temps de remercier quelques commanditaires. On l'a pas fait évidemment hier parce que c'était une entrevue, fait que je commencerai pas à dire: «Oui, ce sera pas long, je vais juste faire», fait qu'on le fait pas dans ce temps-là. Mais j'en profite pour remercier nos amis de Ranch Brand, évidemment, commanditaire de longue date pour les vêtements, le brand numéro 1 country au Québec, au Canada. C'est rendu gros, Ranch Brand, j'en vois partout. Je vois du monde avec des casquettes de ça sur la tête un peu partout. Et si vous faites affaire avec nous autres, ben, utilisez le code YAN10 pour votre 10 de rabais. Nos amis de Ready for Canada pour l'immigration. Donc, ça, c'est important pour les papiers, avoir les papiers en ordre si on a des travailleurs, par exemple, dans son entreprise. Puis, il y a peut-être un petit doute au niveau des papiers. Vous pouvez les accompagner puis leur suggérer justement un service comme celui de Ready for Canada. Et l'inverse, en fait, son alter ego américain, parce qu'on peut aller des deux bords de la frontière finalement. Si vous voulez aller travailler aux États-Unis ou vous installer là-bas, vous devez contacter NAIA, la North American Immigration Agency, à l'adresse courriel suivante, podcast à commercial gonaya.com. Puis eux, ben, ils vont vous aider, ils vont vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour aller là-bas. Ah oui, c'est vrai. Puis je l'ai dit hier dans le live, je vais le redire. Pour le livre, il y avait beaucoup de demandes, tu sais, pour faire des événements. Puis tu vas-tu faire un lancement, tu vas-tu faire ci, tu vas-tu faire ça. Le 15 octobre, pas mercredi prochain, l'autre mercredi d'après, il y aura une séance de signature slash discussion avec les gens qui veulent venir parler, jaser avec les gens du livre, faire un petit get-together. Ça va être à la brûlerie Europa à Québec. C'est au coin Jean Gauvin, dans le fond, c'est à Cap-Rouge. C'est une place qui est facile, il y a du stationnement, ça va être ouvert juste pour nous autres et le propriétaire qui va être là au moins pour une partie de la soirée, c'est un ami, c'est un auditeur, donc il va être bien content aussi de voir les gens. Vous allez pouvoir découvrir son café par la même occasion, puis venir jaser. Fait que les gens qui veulent venir faire signer leur livre ou venir en acheter une copie, je mettrai le lien pour un petit truc que tu peux scanner puis acheter un Amazon. J'en aurai peut-être quelques copies physiques également. Fait que ça va être l'occasion de venir. Je viens de réserver mon mercredi soir pour toi. Ah, c'est une À très moins bonne que tu affaire. ne veuilles pas me voir là, par exemple. Là. Ben non, mais en même temps, les gens vont pouvoir venir voir Yann et Frank. Habituellement, c'est tout le temps Yann n'est pas là. Fait que là, ça va être Yann est là. Puis, Ah, il est au genre, baseball. Il n'y a c'est plus de ça. baseball. Fait C'est que- ça. Mais je dis tout le temps ça, comme ça m'évite de répondre à des questions. Puis, je regarde pour Montréal aussi. On m'a suggéré quelques endroits. Il faut que je fasse des téléphones. Bon, c'est un peu plus compliqué vu qu'on n'est pas du coin. Mais on On ne le regarde dira pour pas ça. en ligne, la question qu'il n'y ait pas trop de pouilleux en avant de la porte. Là. Ouais, c'est ça, parce que je ne tente pas qu'il y ait un gars qui arrive avec son drapeau de la Palestine, puis une fossée, puis un marteau. Là. Fait que, on garde ça pour l'instant, mais je vous redonnerai des nouvelles pour la suite des choses. Écoute, ouais,
de ce que j'ai vu, j'ai pu me tromper, mais je pense que le seul média qui a donné, suite à ça, au Canada, c'est le National Post pour l'instant. Peut-être c'est sorti ailleurs, j'ai pas regardé tous les journaux canadiens. C'est peut-être sorti ailleurs, puis peut-être qu'au moment où on parle, le communiqué est sorti ailleurs. Je vais le traduire en français, puis on ira voir sur le site de l'IEDM après pour avoir plus de détails. Ça s'appelle «L'Alberta arrive en tête en matière de mobilité sociale, tandis que le Québec arrive dernier selon une étude. L'Alberta est arrivé en tête d'un indice de mobilité sociale qui mesure dans quelle mesure il est possible pour les résidents de surpasser leurs parents et d'améliorer leur niveau de vie. Donc, tu sais, à gauche, on parle souvent des inégalités sociales. Mais je pense Ouais, qu'il y a un concept intéressant que les gens libéraux, au sens philosophique du terme économique, ou libertariens, ou appelez ça comme vous voulez, là, si ce mot-là, vous ne l'aimez pas. Là. Les gens de la droite économique, là, bon, ben, ces gens-là, là, c'était peurant, ça. Ces gens-là, là, ben, ils devraient mettre plus de l'avant ce concept-là. À mon avis, il est très intéressant. C'est l'idée de dire est-ce que tu peux bouger dans la société vers le haut? Ta mobilité sociale, c'est quoi? Puis le référent qu'on donne, c'est toujours par rapport à tes parents. Donc, exact. si tes parents sont pauvres, est-ce que tu es condamné à être pauvre ou est-ce que tu peux sortir de ce milieu social-là puis améliorer tes conditions de vie? Moi, je suis persuadé que quand tu arrives et tu parles aux Québécois NPC traditionnels, ils se disent au Québec, on est meilleur qu'ailleurs. On est un endroit où est-ce qu'il y a plus de partage, d'équité, Le filet d'égalité, des social. filets sociaux, de la redistribution de la richesse. Le Québec est différent du reste du Canada. Donc, je suis persuadé que dans la tête de plusieurs NPC, le Québécois, avec son énorme filet social, est numéro un au Canada présentement en termes de mobilité sociale. Puis ce qu'on se rend compte dans l'étude, c'est que c'est pas vraiment le cas. On n'est pas numéro un, on n'est pas numéro 2, on n'est pas numéro 4, on n'est pas numéro 7. On est comme pas mal au bas de la liste. Et là, Exact. tu te dis, what the fuck is happening? Pourquoi le Québec, qui a une redistribution de la richesse étatisée, n'est pas plus haut que ça? Donc, autrement dit, on pourrait commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir autant de redistribution de richesse puis un gros filet social pour la mobilité sociale? Ben, est-ce que notre système nous aide ou est-ce qu'il n'est pas plutôt, comme vient d'avoir une épiphanie notre premier ministre, une camisole de force? Je pense que c'est une camisole de force. Bon, Puis surprenamment, dans la tête du NPC québécois, je suis persuadé qu'il doit se dire l'endroit au Canada qui a le plus d'inégalités sociales, c'est l'Alberta. Donc, c'est probablement aussi l'endroit qui a le moins de mobilité sociale. Hein, exact. hein. Non, Bon, c'est pas le cas. donc voici quelques détails. Juste dire que le co-auteur aussi, c'est un collègue de Vincent, Justin Calais, que dans le trio, il a mentionné plusieurs fois, mais c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est ça. Donc, un projet sur lequel a travaillé Vincent, Justin Calais, puis il y a d'autres collaborateurs. Donc, on dit le rêve de mobilité sociale ascendant est menacé partout au Canada. Donc, premier constat de base. Donc, tu sais, l'espèce d'impression que les gens ont qui vont peut-être être plus pauvres que leurs parents ou en tout cas pas avoir la même différence avec eux que eux l'ont eu avec leurs propres parents. Ça, c'est des choses que vous allez entendre de la bouche de Pierre Poilievre à l'occasion, d'Éric Duhem aussi. La première génération qui va vivre plus pauvrement que ses Ben, parents. le livre d'Éric Duhem sur la génération des baby boomers, sur l'équité intergénérationnelle, c'est ça. Ça parle de ça. Mais ce rêve-là est particulièrement vivant en Alberta. Selon un nouveau classement provincial, l'Alberta arrive en tête d'un indice social créé par les chercheurs de l'Institut économique de Montréal, mesurant la mobilité pour les résidents de gagner plus que leurs parents et d'améliorer leur niveau de vie. La mobilité sociale est ce qui fait la différence entre avoir la capacité de progresser dans l'échelle des revenus ou d'être coincé dans une pauvreté héréditaire, a déclaré Justin Calais, l'un des co-auteurs du rapport. C'est important le point, là. C'est que c'est pas juste une histoire de il y a les pauvres, il y a les riches, puis là, les riches sont contre les pauvres. C'est de dire est-ce que tu es comme prisonnier? Est-ce que les conditions dans la société, puis on va venir dans quelques instants à ce que ça veut dire, font en sorte que tu es prisonnier de où tu pars finalement? Tu sais, tu pars d'une Exact. place, puis tu es resté là. Moi, ce que j'aime de cette approche-là, c'est que quand la gauche mesure les inégalités sociales, ils disent on va mesurer l'écart entre les riches et les pauvres. Mais ça,
ça dit rien, en fait, sur ta capacité de progresser dans la société. Tu sais, Exact. c'est sûr que si l'inégalité entre les riches et les pauvres est très grande, donc les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres et les pauvres sont condamnés à être pauvres, tu te dis: «Ouais, ça, c'est pas le genre de société qu'on souhaite», OK? Par contre, si tu arrives, tu te dis: «Au lieu de mesurer ça, on va mesurer si quelqu'un est pauvre puis met les efforts, va à l'école, peu importe, trouve un travail dans tel domaine, réussit à se sortir de la pauvreté, atteindre la classe moyenne ou même peut-être devenir riche plus tard. Cette ascension sociale-là, est-ce que ça lui est accessible, oui ou non?» Ben moi, dans un contexte comme ça, qu'il y ait des inégalités sociales, ça me dérange pas. Dans le sens que moi, que les résultats soient différents entre les riches et les pauvres, mais que le pauvre qui veut mettre les efforts, qui prend ses responsabilités, a toujours la possibilité d'accéder à plus de richesses. Moi, c'est une société qui est acceptable dans ma tête. C'est une Exact. société dans laquelle je veux vivre. Je veux pas quelqu'un qui est condamné à la pauvreté de par son hérédité parentale Ah, ou voilà. condamné à la pauvreté de par son milieu socio-culturel. Ça, je veux pas ça. Je veux que les gens qui sont dans la pauvreté aient la possibilité de sortir de la pauvreté. Ça, c'est le bout qui est important, il me Tout à semble. fait. L'écart entre les riches et les pauvres, ça veut dire fuck all, là. Puis c'est quelque chose que tu observais beaucoup, la mobilité sociale, de manière très visible chez les gens d'une certaine. Tu sais, combien de fois tu as entendu parler, mettons, quelqu'un dans la génération des baby boomers qui te raconte quand on était jeune, on était sur une ferme, on était pauvre, tout ça. Puis là, tu vois, cette personne-là, elle a une maison, un chalet, Ouais. ouais, ouais, un fifth wheel, tout ça. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est elle est partie d'un milieu très, très pauvre, puis elle a réussi à sortir de ce milieu-là pour améliorer sa qualité de vie. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un sujet que moi puis Frank, on a toujours apprécié parce que les 2, on vient de région, les 2, on a chacun notre passé. Mais moi, quand je regarde au niveau de ma famille, par exemple, je regarde mon père et ma mère, de la façon qu'ils ont vécu toute leur vie, principalement un salaire de leur côté. Ma mère est infirmière, a arrêté de travailler pour les enfants, femme au foyer. Mon père l'a bossé quand même vraiment tough avant de trouver la job de rêve dans une usine à Cabano. Mais il a bien vécu éventuellement, mais si tu regardes les 3 enfants qu'ils ont eus, ben, les 3 enfants, présentement, gagnent beaucoup plus d'argent que mon père gagnait à cette époque-là. On a chacun une famille, on a tous 2 enfants. Ben, les familles de mon qui sont, de mon père, autrement dit, ou de ma mère, ben, on vit tout un peu plus aisément que mes parents vivaient aux mêmes âges, avec des enfants du même âge aussi. Puis Fait que, c'est tu c'est sais. la promesse humaine, Yann, ça, ce que tu dis là, c'est depuis que le monde est monde, les parents veulent ça pour leurs enfants et ces enfants-là, à leur tour, veulent ça pour leurs enfants à eux. C'est le cycle de la vie. Il y a personne qui se dit: «Moi, j'espère que mes enfants vont être plus pauvres que moi». Ben non, il y a personne qui veut ça. Puis en fait, même, tu vas trouver beaucoup de parents qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses Ben oui. pour permettre à leur enfant. Moi c'est une des affaires qui me fait le plus plaisir, généralement. Des fois, tu sais, ça arrive que j'ai des gens qui me consultent pour les conseils financiers. Puis ils ont commencé un peu tard à épargner dans la vie. Fait que quand tu fais des projections de retraite, ça roule carré un peu. Tu sais. Ils se rendent bien compte qu'il faudrait qu'ils épargnent 20-25 de leur salaire pour sauver les meubles un peu. Fait que, tu sais, ça les fait un peu chier, pareil, mais ils sont conscients de ce qui s'est passé. Mais quand ces gens-là me demandent: «Tu t'occuperais-tu de ma fille? Tu t'occuperais-tu de mon fils? Il y a 18 ans, il y a 19 ans, j'aimerais ça qu'il commence à épargner tôt, j'aimerais ça qu'il fasse pas les mêmes erreurs que moi». Ça, man, c'est hot en sacrifice. Ben Puis oui. j'en ai quand même plusieurs dans ma clientèle que ça fait ça au fil du temps. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis effectivement, tu le constates, la mobilité sociale, c'est quelque chose qui est possible au Québec. Maintenant, l'étude qu'elle regarde, c'est est-ce que cette mobilité sociale-là, elle se détériore au fil du temps? Est-ce que cette mobilité sociale-là est meilleure au Québec qu'ailleurs? C'est là que c'est un peu décevant. Puis tu te Ben dis, crime, notre gros modèle étatique semble plus nuire que aider. premièrement, faisons un constat de base qui est fait dans l'article. Puis là, j'ai arrêté le share screen parce qu'il y a pas de graphique, tout ça, je mettrai plus après, là. Il y a aucune province canadienne qui est bien positionnée dans l'absolu. Donc l'Alberta arrive en premier et fait bonne figure dans le classement, mais ce qu'on dit dans l'article, ils n'obtiennent que 57 points sur 100. OK. Donc, il y a Donc possibilité de faire mieux, autrement dit. donc eux, ils disent là que les provinces devraient viser d'être à 60 là. OK. De manière, en tout cas, minimale, là. Le fait qu'aucune province n'obtienne une note de 60 dit Renaud Brassard, vice-président au COM de l'IDEM,
ou plus est une condamnation du réseau de réglementation qui a cimenté la société et empêché, la fameuse camisole de force, et a empêché tant de personnes d'améliorer leur situation. Les Canadiens s'attendent à juste titre que leurs efforts portent leurs fruits et les politiques gouvernementales ne devraient pas les en empêcher. L'indice utilise des données couvrant la période de 2018 à 2024. Vincent Gelozo, co-auteur, a déclaré que l'équipe avait trouvé un lien clair entre la mobilité physique et la mobilité sociale. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de, je termine ce paragraphe-là, si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas d'opportunité économique, le moyen le plus rapide d'améliorer votre sort est d'aller là où il y a des emplois. Donc, si vous me demandez la meilleure façon d'améliorer la mobilité sociale, c'est d'assouplir les réglementations sur le logement et l'utilisation des terres, a déclaré Gelozo. Là, ce qu'il veut dire, là, dans le fond, la mobilité physique là-dedans, là, ça veut dire les capacités de te déplacer. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte que tu te déplaces difficilement. On le sait, par exemple, aux États-Unis, là, voyager en avion de la Californie au Nevada, là, ça coûte rien. Si tu veux bouger en avion, là, si tu veux aller voir ta famille à Thanksgiving, là, ça coûte fuck all. Au Canada, se déplacer en avion, oublie ça. Il n'y a rien à faire ici, de déplacer en avion. T'oublies ça. Comment ça peut affecter aussi? Ben écoute, la réglementation interprovinciale. Si tu arrives et tu as obtenu un permis de pratique dans une profession libérale, par exemple, au Québec, ben, dans bien des cas, tu n'es pas capable d'aller pratiquer en Ontario, tu n'es pas capable d'aller pratiquer en Alberta facilement. Tu dois peut-être refaire des cours, tu dois peut-être refaire un permis, tu dois peut-être débourser de l'argent. Fait que ça désincite les gens à le faire. Évidemment, au Québec, avec la barrière de la langue, de notre On côté, il regarde y a la langue. des gens qui pourraient améliorer leur sort dans d'autres provinces, mais ils ont peur de le faire parce qu'ils parlent mal anglais. Fait que ça, Le c'est une autre logement, barrière. Exactement. c'est Puis ce qui est finalement, le maintenu. logement. Quand tu arrives dans le logement, tu dis crime, mais il y a des emplois de qualité à Montréal. Seule affaire, c'est que je ne peux pas vivre à Montréal. Ça coûte trop cher à vivre à Montréal. Faudrait que ce que je pourrais me permettre, c'est à Brossard. Ouais, maman, Brossard, c'est cher aussi. Non, finalement, Oui, c'est Saint-Bruno. Ah, ouais, ça, c'est. Finalement, Chris, j'ai juste le moyen de vivre à Saint-Hyacinthe. Fait que là, tu es là, tu te dis, ouais, mais là, j'ai le moyen de vivre à Saint-Hyacinthe. Les jobs intéressants sont à Montréal. Christy, comment je fais pour matcher ça, pour que ça fonctionne? exact. Fait que là, tu préfères un emploi moins payant, mais plus loin de la ville, parce que le logement, ben, la différence fait en sorte que tu n'es pas gagnant de Exact. ça. Puis bon, il y a toutes sortes de points. Gelozo a souligné que la Colombie-Britannique, classée deuxième, pourrait dépasser l'Alberta si elle adoptait des politiques moins restrictives en matière de logement et de construction. Red tape. L'indice intègre à la fois les obstacles à la mobilité liés aux politiques publiques et les obstacles naturels comme la pauvreté infantile et l'instabilité familiale. Donc ça, on va le voir dans quelques instants. Il y a un graphique sur le papier de l'IEDM comme tel. C'est que tu as des inégalités là-dedans qui empêchent la mobilité et qui sont là de manière naturelle, c'est-à-dire avant le gouvernement. On enlève le gouvernement de l'histoire. Il y a des impacts à la mobilité. Le français, par exemple, ce que tu viens de dire, ça, c'en est un qui est il est naturel. Naturel. On parle en français, ailleurs, ils parlent en anglais. Puis si vous parlez, mettons, moi je l'ai déjà fait, là, en voyage, à un moment donné, on jasait avec des gens. Puis beaucoup, beaucoup de Canadiens, tu leur demandes, mettons, la personne dit: Ah, moi je suis au Manitoba. Si tu leur demandes où ils sont nés, c'est pas dans la même province. Au Québec, c'est rare, là. Ben, il y en a. Il y a une diaspora, entre guillemets, québécoise. Il y a des expats qui sont Ben, en fait, ils sont en tous à Alberta. l'extérieur. Mais il n'y a pas grand monde qui, tu sais, des Jackie Smith là, qui sont nés en Ontario, Exact. qui sont venus vivre au Québec. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que Et ça. et Il n'y en et a pas l'in beaucoup. et l'inverse, c'est pas si vrai que ça non plus. Tu sais, oui, ben, notre ami Pierre Desrochers à Toronto, puis il y en a, mais il y en a moins que les autres provinces. Pourquoi? Barrière naturelle, la langue. Ça, c'en est une. Barrière Tu sais, artificielle, ce serait, par exemple, la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation, ça, c'est une barrière artificielle, non naturelle, parce que c'est quelque chose sur lequel tu as un impact. C'est lié à une politique publique. Si tu as une mauvaise qualité d'éducation, puis que ton réseau il est inférieur à la qualité des autres, tu viens réduire la mobilité des gens, mais par une action que le gouvernement a imposée. Tu sais. puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour bien des gens, mais la mobilité sociale ascendante, ça, c'est comment tu évolues au niveau des classes de la société, si on veut, est directement liée à la mobilité physique, ta capacité de te déplacer sur un territoire, mais d'aller travailler sur un territoire. Pourquoi la mobilité physique, quand tu l'augmentes, ça augmente la mobilité sociale?
C'est parce que c'est le principe même du capitalisme qui est une allocation de ressources. Tu sais, les ressources humaines, les ressources financières, le capital, autrement dit, se déplacent d'une manière extrêmement fluide, généralement dans une économie libérale qui fonctionne bien. Et plus le capital se déplace facilement, plus les êtres humains se déplacent Oui, facilement sur un territoire, mais c'est plus facile d'allouer les actifs dans les milieux les plus productifs. Donc, autrement dit, chacun sa place au bon endroit fait en sorte que tu as une économie qui est plus productive et qui est plus oui. riche éventuellement. C'est ça la beauté du capitalisme, c'est qu'au lieu d'avoir une planification centrale qui décide où est-ce qu'on va placer telle personne selon tel Mmh. contexte, le marché, ce qui fait en sorte, c'est que si tu enlèves les barrières, si tu permets aux gens d'avoir une grande mobilité sur ton territoire, naturellement, les meilleurs éléments ou les bons éléments vont se retrouver à la bonne place. Ils vont aller dans la bonne entreprise. Puis c'est pour ça, à un moment donné, tous les gens de barrière, on fait survivre des mauvaises entreprises. On donne des subventions à des taïgas de ce monde pour essayer de faire survivre l'idée que des skidos électriques, c'est une bonne chose. Ben Christy, on prend des gens qui ont la capacité de travailler, qui ont une certaine productivité, puis on les met dans une mauvaise entreprise qui, au final, va finir par faire faillite. Si on laisse cette entreprise-là faire faillite plus tôt, on libère le capital humain pour aller dans d'autres entreprises, Exact. puis qu'il soit mieux utilisé éventuellement dans le futur. C'est pour ça que c'est tout le temps, c'est jamais une bonne idée de faire survivre une mauvaise entreprise. Parce qu'une mauvaise entreprise, c'est une mauvaise allocation des ressources, autant de capital que d'humain. Mmh. C'est pour ça que c'est correct que des entreprises fassent faillite. C'est correct qu'il y ait certaines pertes d'emplois parce que ces emplois-là vont retourner dans des entreprises que ça fait du sens. Puis là, j'ai l'air d'un asti de sans cœur quand je dis ça, mais la réalité, c'est que quand tu libéralises ton marché et tu permets cette mobilité-là plus facile, ça fait en sorte que tu as des meilleures personnes dans les meilleures entreprises, tu augmentes ta productivité, tu augmentes ta richesse et au final, tu donnes plus de chances à quelqu'un qui est dans la pauvreté ou dans la classe Exact. moyenne inférieure de gravir les échelons dans la classe moyenne supérieure. Mmh. Il est où le problème là-dedans? Non, il y a pas de problème là-dedans. On va rentrer un petit peu plus dans les détails puisque j'ai le papier de l'IEDM. Juste avant, remercier TLF Dessin qui était notre dernier commanditaire que j'avais pas mis au début. Donc, ça, c'est dans le domaine de la construction. Si vous allez faire un tour sur le site web de TLF Dessin, vous allez voir la vaste variété de services qu'ils offrent. Ils vont même sur les chantiers, ils ont travaillé sur des gros projets. Donc, contactez-les à TLF Dessin. Écoute, c'est ça, dans l'article du National Post est très bon, mais évidemment, les détails sont dans la publication de l'Institut économique. Et là, on donne un petit ce que je disais tantôt, là, la note est préparée par Justin Calais, l'économiste en chef à Ardbridge Institute, Vincent Gelozo et Gabriel Giguère, qui est analyste en politique, qu'on a reçu plusieurs fois à l'IEDM, analyste en politique publique. Et genre, je passe parce que ça, on a mis la table en masse, là, mais voici comment ils décrivent les principaux obstacles à la mobilité sociale. Les obstacles naturels, comme on l'a dit, sans trop simplifier, le discours sur la mobilité sociale peut s'articuler autour de l'idée que l'héritabilité des inégalités. D'une part, les personnes riches aujourd'hui héritent d'un avantage clé qui leur ouvre l'accès à un plus grand nombre de possibilités socio-économiques. Cette dynamique implique la transmission potentielle des inégalités d'une génération à l'autre. Et ça, c'était le gros sujet à l'époque de l'aristocratie, par exemple, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui Le droit sont du sang. c'est ça, ça devient un genre de droit du sang. Puis bon, la famille avec le nom avec de quelque chose, que ça fait 400 ans que c'est des aristocrates, personne ne travaille, puis ce sont des rentiers à quelque part. Les gens voyaient de l'inégalité qui se transmettait de manière héréditaire. Ben, ce truc-là est un obstacle naturel à la mobilité sociale. Parce que moi, je nais d'une famille pauvre, puis il y a quelqu'un à côté qui naît, puis juste de par sa simple naissance, pour lui, c'est plus facile de mettre la main sur le premier barreau que pour moi. Bon, ça, c'est un Exact. obstacle naturel. Cette dynamique, bon, je l'ai dit, la dimension structurelle renvoie ici à des facteurs sociaux plus naturels dans la mesure où il s'agit d'obstacles à la mobilité sur lesquels les décideurs publics n'exercent qu'une influence indirecte ou souvent involontaire. On peut penser, par exemple, aux différences dans les investissements parentaux, les choix que font les parents pour améliorer les compétences, l'éducation, l'expérience de leurs enfants. Bien, ça, c'est moi, si je viens d'une famille pauvre, c'est pas de ma faute à moi si mes parents n'ont pas d'argent pour mettre sur mon éducation. Ils n'en ont pas d'argent. Ouais, puis Ils tu vas font avoir des, ou ils différentes. font des choix différents. Ils ne m'envoient pas dans une école plus spécialisée, même s'il aurait pu nécessairement. Fait que ça, c'est des choix qui Hey, relèvent à l'extérieur du j'ai un gouvernement. bon exemple pour vous. Prenez une famille qui est relativement aisée, qui se rend compte qu'il y a certaines difficultés d'apprentissage pour l'enfant. On soupçonne une dyslexie, un TDA, Mhm. un spectre de l'autisme, par exemple, des choses comme ça.
Là, tu arrives, tu te dis, je sais pas, faudrait que je rencontre quelqu'un de spécialisé là-dedans, un psychologue, un neuropsychologue, peu importe, quelqu'un qui va faire le diagnostic. Là, tu regardes les files d'attente au public, puis tu te dis, What the fuck is that, man? C'est pas possible de rencontrer personne avant 2 ans ou 3 ans. Ah ouais. Pendant ce temps-là, le jeune rentre à l'école, puis c'est difficile. Puis là, je dis neuropsy, ça peut être orthophoniste, pédagogue, blablabla. Là, tu sais, c'est quand même assez difficile. Fait que la famille qui n'a pas les moyens, la famille pauvre, va regarder les files d'attente, vont dire, ben, OK, on va attendre notre tour. Puis là, l'enfant est rendu en troisième année, puis ah, gadon, il est dyslexique, tu sais. Mais lui, il vient d'accumuler un retard d'apprentissage pendant ce temps-là. De l'autre Exact. côté, la famille plus aisée, plus riche, te dit, OK, what the fuck is that, man? 2 ans d'attente, oublie ça. Va au privé, paye, un rendez-vous 2 semaines après. Puis finalement, ah oui, votre fils est dyslexique. Parfait, voici comment on peut faire. On peut vous faire rencontrer une éducatrice spécialisée au privé qui va charger 120$ de l'heure, mais qui va être capable d'aider votre enfant à performer tout de suite. Puis dès la Exact. première année, l'enfant n'accumule aucun retard parce qu'il est aidé par des professionnels. Bien, ça, c'est une barrière, dans le fond, qui empêche la mobilité sociale parce que la famille pauvre est obligée de se taper une esti de longue liste d'attente. Ouais, ben là, tu arrives avec ben exact. Mais là, ça vient aussi dans la barrière qu'on appelle artificielle. Donc, les barrières artificielles, il s'agit notamment des lois et des politiques qui réduisent les incitations au travail, à l'épargne, à la formation pour acquérir de nouvelles compétences. Ces obstacles sont le produit de l'intervention de l'État dans l'économie. Ils augmentent le coût des investissements dans les enfants, parfois de façon régressive, diminuent le rendement de ces investissements, là encore, parfois de manière régressive, et réduisent les revenus à l'âge adulte. Par exemple, les marchés du crédit fortement réglementés limitent la capacité à mobiliser des fonds pour investir dans les enfants, notamment pour les études postsecondaires. Les plus nantis sont ainsi avantagés puisqu'ils peuvent puiser dans leurs propres économies pour réaliser ces investissements. Un autre exemple, c'est celui des certifications professionnelles qui restreignent, ça, tu en as parlé tantôt, mais ils le disent carrément, Mais l'accès à certaines professions. je veux parler un peu à l'épargne par rapport aux études. Il y a des programmes qui existent au Canada, que c'est le régime d'épargne-études, qui est extrêmement sous-utilisé. Il y a même une partie de ce programme-là que quand tu es une famille qui gagne en bas d'un certain seuil de revenus, le simple fait d'ouvrir le régime fait en sorte que le gouvernement va verser de l'argent dedans. On appelle ça le bon d'études canadien. Et tu ouvres le régime, il y a 500$ qui tombent dedans, puis après ça, il y a 100$ par année qui tombent dans le régime pour l'enfant. Tu n'es même pas obligé de cotiser au régime, il faut juste que tu l'ouvres. Non, c'est de l'argent That's it, ramassé that's à all. terre. En bas d'un certain seuil de revenu familial, c'est quand même assez bas, c'est pour les familles les moins nantis, on s'entend. Mais la minute qu'une famille a eu un mauvais revenu dans une année, là, elle a droit à ça et cet avantage-là peut être utilisé genre 5 ans ou 7 ans plus tard de manière rétroactive. Ben, il y avait des statistiques que j'avais publiées dans D'État millionnaire qui disaient que quelque chose comme 50 des familles dans ces coins-là, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais au-dessus de la moitié des familles qui ont accès à cet avantage-là ne l'utilisent pas. Mhm. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand tu tires le diable par la queue, tu n'as pas accès à un conseiller financier, tu ne vas pas voir un conseiller Ouais, financier, c'est tu ne vas ça. pas te faire conseiller de ce côté-là. Donc, tu n'ouvres pas de régime d'épargne-études, puis tu ne peux pas recevoir ton bon d'études canadien. Ce serait extrêmement facile d'ajuster un peu la réglementation pour automatiser un peu ces affaires-là, pour faire en sorte que de l'argent tombe dans des fonds d'études pour les enfants d'une manière automatique au lieu de le faire de manière volontaire si tu as du service conseil. Il y a plein de petits tweaks comme ça qu'on pourrait faire qui ferait en sorte que les gens auraient de l'épargne pour les études des enfants, mais on ne le fait pas. On rend ça hyper complexe. Les régimes d'épargne-études, c'est pas quelque chose qui est super simple, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'explications aux parents. Puis si tu veux avoir accès à ça, souvent, il faut que tu passes par un professionnel. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces professionnels-là. Fait que ça augmente les inégalités éventuellement parce que moi, je regarde la cotisation au régime d'épargne-études de mes enfants, je l'ai tout le temps faite depuis qu'ils sont nés. Je regarde les montants d'argent qui s'est rendu là-dedans, c'est complètement ridicule. Tu sais, c'est hallucinant. Là. On parle d'en haut de 100 000$ chacun. Là. Parce Ben qu'ils ont oui. fait du rendement pendant 16-17 ans. J'ai été chercher toutes mes subventions. J'ai tout fait mes cotisations le plus tôt possible. Mais Christy, il y en a de l'argent là-dedans. Puis ils sont capables d'avoir des études postsecondaires. Fait que moi, tu arrives dans une situation, tu me dis que les frais de scolarité, on les augmente. Ben, considérant que j'ai ces régimes d'épargne-études-là, ça ne me stresse pas pantoute. Mais on est une famille nantie. C'est ça, c'est ça. Là, Exact. Et là, ce qu'ils disent là-dedans, c'est il y a, bon, je répète, les obstacles naturels, les obstacles artificiels slash intervention de l'État. Il y en a des directs, comme le fait de ne pas reconnaître un permis d'exercice, tu passes d'une province à l'autre, ce genre de choses-là. exact. Et tu en as des indirects. Donc, ces indirects-là, ces obstacles découlent de conséquences imprévues de d'autres réglementations. Celles-ci, par exemple, peuvent accroître le prix de biens et de services essentiels comme le service des gardes d'enfants, le Mmh, logement, le transport, mmh. l'alimentation.
l'alimentation, si tu mets des prix planchers sur des aliments, la Les gestion de gestions de l'offre, l'offre. le transport, si tu confies un monopole à des comp à des, si tu as un monopole public sur le transport, puis t'empêches ou si tu réglementes trop Uber puis ce genre de choses-là, tu réduis la mobilité physique des gens. Et là, c'est plus un truc naturel, c'est un truc, artificiel qui est la conséquence d'une politique que tu as faite. Ben, Cela des fois, c'est juste la passe d'autobus qui est chère, des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, exact. on a des services d'autobus, puis ça coûte quand même au-dessus de 100 quelques piastres par mois pour avoir sa passe de bus. Là, tu es là, tu te dis: Est-ce que c'est un bon choix de société de faire ça? Est-ce qu'on pourrait pas avoir des passes d'autobus moins chères, puis éventuellement mieux gérer ces compagnies d'autobus-là? Parce que c'est pas vrai que l'argent est bien dépensé dans ces compagnies-là. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent intervenir là-dedans. Même le municipal, comme vous voyez, peut avoir un impact là-dessus. Ben, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites dans certaines, sociétés de transport en Europe. Je me souviens plus quel pays, mais en gros, ce que ça démontrait, c'est que un peu comme les péages dans le temps au Québec, c'est que honnêtement, ça coûterait moins cher à la société, entre guillemets, au gouvernement, de financer des sociétés de transport plutôt que de les financer, mais en même temps qu'ils font payer parce que le système pour collecter l'argent, c'est une grosse bureaucratie qui vient avec. Puis là, ils mettent des montants énormes à développer des systèmes de paiement automatisés. Tu dis, mettons que tu enlèves les coûts de tout ça, tu peux baisser la passe à quasiment gratuite, puis après, ça te coûte un coût pour entretenir Ah, ça me le, surprendrait même pas, ça, ben, franchement. tu comprends que les applications qu'ils développent, les systèmes de paie avec la carte, pis ça, si tu fais juste dire je suis allé dans des places où c'était 100 gratuit comme au Luxembourg, tu rentres dedans, puis ça finit. Il y a pas personne qui gère les paiements, les types de cartes, puis là, la tarification selon le kilomètre, puis, Ouais, c'est ça. Mettons que c'est tout gratuit, le RTC, on met combien d'employés dehors, là, demain ben, matin, c'est là? c'est un peu ça le point, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur mais c'est pour ça aussi que probablement que ce genre de truc-là sera pas mis de l'avant. Des marchés ouverts et concurrentiels permettent aux individus, aux entreprises de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Cette spécialisation multiplie les possibilités d'ascension sociale. Puis là, tu vois, regarde, on schématise un peu l'idée. Donc, les obstacles naturels, tu en as pendant que tu es enfant. Donc, le salaire de tes parents, pauvreté infantile, inégalité infantile, l'implication des parents. Est-ce que tu as des parents qui sont impliqués dans la vie de l'enfant ou ils ont un enfant puis ils s'en occupent pas plus que ça? La stabilité familiale. Es-tu dans une famille recomposée 2, 3, 4 fois ou c'est une famille stable? Est-ce que tes parents sont là? À l'âge adulte, bon, ben là, est-ce que tu as fait de la prison, par exemple, ou ce genre de choses-là? Les obstacles artificiels à l'enfance, qualité de l'éducation, libre choix de l'école, dynamisme Oh, hey, ça, économique, c'est un gros point, ça, le libre choix de l'école. ça, c'est un gros point. L'âge adulte, la réglementation et fiscalité, sécurité actuelle des droits de propriété, dynamisme économique. Puis je veux mettre un dernier graphique avant qu'on passe sur Patreon, on pourra peut-être commenter davantage. C'est celui qui donne le récapitulatif, si tu veux, des résultats. Hop, ça, c'est un peu trop gros, comme ça. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, là, on a en jaune les obstacles artificiels, donc qui sont reliés à l'intervention de l'État, et on a les obstacles naturels en rouge, et on a le score global qui est noté en bleu, ce qui permet de voir que l'Alberta a le plus haut score, donc qui s'approche de 60 à 57, donc qui est le score de mobilité sociale. Le BC, bon, on le Et voit malgré juste tout, après. l'Alberta est un des endroits qui a le plus d'obstacles naturels. Ben, de Non, ce non, que qui a je le meilleur score. Non, c'est pas vrai. C'est le c'est meilleur ça. score sur les obstacles naturels. OK, je comprends. Exact, c'est ça. Dans le fond, plus ta barre est élevée, plus tu es Mieux bon, c'est. mieux c'est. Donc c'est ça. Fait que tu vois que le Québec, relativement son score pour les obstacles naturels est pas si mauvais. C'est pour les obstacles artificiels qu'on voit que la On réglementation s'autoflige des problèmes. on s'auto-inflige des problèmes, c'est ça. Puis tu sais, moi, ça me fait pas plaisir là, de voir ça quand tu es en arrière de Terre-Neuve puis de Nouveau-Brunswick, là. Ah non, on est dernier. Puis On est carrément dernier. on est dernier. Fait que, tu sais, quand on dit genre: «Ouais, vous autres, vous êtes» il y a personne ici qui est contre le Québec, là. Chris, moi, je voudrais qu'on soit au premier dans le classement. Même, on pourrait Ouais. se dire comme objectif, même l'Alberta, ils sont pas tant bons. Ils sont même pas en haut de 60. On Ouais, pourrait puis se des fois, dire que les gens vont nous dire souvent: «Ah, vous autres, vous êtes la droite PIB, si vous pensez juste à la richesse, puis le PIB par habitant, puis blablabla», parce qu'on sous-performe solide au niveau du PIB. Mais moi, sérieusement, là, le ben là, c'est pas de ça PIB, qu'on parle, là. c'est Ouais. pas tant de mesures qui m'intéressent. Ça, là,
Ça, là, je trouve que c'est une société qui est vivante, c'est une société qui est intéressante. La journée que tu as une mobilité sociale qui est très grande, sincèrement, c'est le genre de société que je veux élever des enfants. Ben C'est oui. le genre de société qui me donne confiance à l'avenir. Tu te dis: «Écoute, si tu mets un enfant au monde, il y a la possibilité de faire mieux que toi». Christy, c'est intéressant de faire des enfants dans ce contexte-là. On va continuer sur Patreon. Moi, le Ouais. bout de la liberté de choix des écoles, là, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Ça m'accroche ces affaires-là. C'est le genre des affaires qui sont vraiment, vraiment importantes. Yes.